Bonjour et bienvenue sur Contrôle Alt Geek et bienvenue dans ce second tutoriel vidéo. Donc dans un premier temps, je vous remercie des commentaires que vous m'avez fait parvenir à l'issue du premier tutoriel vidéo que j'avais réalisé sur le Bootstrap Twitter. Donc ça m'a encouragé à en faire d'autres et puis vous présenter aujourd'hui les responsive design. Donc, je vais vous expliquer dans un premier temps en quoi ça consiste, et puis ensuite on verra les avantages, les inconvénients, puis ensuite on fera une petite mise en pratique assez simple, mais qui vous permettra d'avoir une vision globale de la mise en place d'un responsive design sur votre site. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation de cette technologie qui est apparue avec CSS3 notamment. Donc, en fait, ça va permettre à votre site de s'adapter en fonction de chaque résolution de terminal avec lequel on vient visiter votre site. Donc, pour faire un petit retour historique sur la chose, avant, il vous fallait développer une version mobile de votre site. Ce qui est assez contraignant parce que ça prend du temps et puis à maintenir, il faut maintenir et la version mobile et la version standard. Et au final, souvent les versions mobiles pour des sites de taille moyenne, on va dire, étaient pas tout le temps mis à jour en même temps que les versions standards et ça posait pas mal de soucis. Et il se trouve qu'avec l'essor des smartphones et des tablettes, le nombre de résolutions étant assez faramineux, ça devient assez compliqué au final de gérer un site en version mobile. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de résolutions à prendre en compte qu'au final on est un peu perdu puis on sait pas pour quelle résolution l'adapter. Donc c'est un peu pour répondre à ça qu'est apparu le responsive design. Donc concrètement vous allez dire à votre site, si on y accède depuis une résolution inférieure à par exemple 800 pixels, tu vas t'afficher comme ça. Si on y accède depuis un mobile, donc par exemple une résolution inférieure à 240 pixels, tu t'afficheras comme ça et tu n'afficheras pas la colonne de droite, ce qui va vous permettre finalement de personnaliser votre site en fonction de chaque résolution. Et ça va présenter surtout un avantage indéniable, c'est que vous allez toujours avoir le même code HTML sur votre site. Il n'y a que le CSS qui va varier. Donc en termes de maintenance et de développement, c'est un gain de temps assuré pour le développeur et puis pour l'entreprise, si c'est utilisé en milieu professionnel, forcément qui dit gain de temps dit gain d'argent. Donc je vais vous faire une petite présentation avec un site concret de cette technologie. Donc, j'ai pas été chercher très loin, je dois l'avouer, j'ai été chercher le site de mon poteau Clem80, donc pepcac.fr, vous devez sans doute connaître, il y a intérêt. Donc, sur la nouvelle version que Clem a mis en ligne, il a utilisé le responsive design, donc c'est plutôt un bon exemple que je vais pouvoir vous proposer grâce à cette nouvelle version. Donc lui, il a géré trois formats différents. Donc il y a le format standard, donc le site tel qu'on peut le voir ici même. Il a géré une version qu'on va dire tablette, donc pour un site ayant une résolution inférieure à 768 pixels. Et il a géré une version mobile du site, enfin un CSS spécifique pour les mobiles, pour une résolution, je crois, inférieure à 240 pixels. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais simuler une résolution qui serait celle d'une tablette, par exemple. Donc, je vais réduire tout simplement ma fenêtre. Donc là, on est encore sur une résolution dite classique, donc supérieure à 800 pixels. Et vous allez voir que quand je vais réduire la taille du site, va apparaître un menu horizontal. Voilà. Donc là, on est passé sur la version dite tablette, c'est-à-dire inférieure à 800 pixels. Donc on voit que la sidebar sur la droite disparaît au profit d'un menu horizontal bien plus pratique à utiliser sur une tablette, vous l'imaginez. Donc dans cette version tablette, il a choisi de retirer par exemple la sidebar, ce qui permet d'avoir une lisibilité accrue pour les tablettes.
Donc on peut continuer la réduction. Donc là, on va arriver sur la version dite mobile. Donc c'est-à-dire que là, le menu horizontal disparaît complètement au profit d'un petit menu déroulant, pardon, sur lequel il faudra cliquer pour voir les éléments de menu s'afficher. Donc c'est encore plus pratique sur mobile où forcément la taille de l'écran étant réduite, les gains de place sont assez importants. Donc voilà en gros le fonctionnement du responsive design. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire que pour un même site, il y aura en fonction des résolutions des apparences qui vont varier. Donc le plus simple, c'est de... Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, je vais vous donner quelques avantages et quelques inconvénients. Donc l'avantage premier, vous l'avez vu, c'est qu'il n'y a qu'un seul code HTML à gérer. Donc vraiment pour la maintenance, c'est tout bénef pour le développeur. Côté inconvénient, le majeur, je vais dire, c'est que à cause du fait qu'il n'y ait qu'un seul HTML, que vous accédiez du site depuis un mobile ou depuis un ordinateur, le contenu va être le même. Le problème, c'est que quand on accède au site depuis un mobile, on n'a pas forcément une connexion ADSL. Et c'est là tout le problème, puisque ça risque d'être assez long à charger si votre site est lourd. Ce qui fait que l'internaute qui voudrait avoir une information sur votre site, il va peut-être tout simplement abandonner, puisque ça risque d'être long à charger, surtout s'il est en Edge ou sur un débit assez faible. Donc c'est vraiment là tout l'inconvénient de cette technologie. Donc c'est pour ça que c'est pas la solution ultime, on va dire. Si vous avez des sites à fort accès mobile, j'aurais tendance plutôt à déconseiller pour l'instant au moins le responsive design, puisque ça risque vraiment de ralentir la navigation, alors qu'une version mobile, là pour le coup, serait vraiment adaptée, puisque vous n'afficheriez que ce qui est important et utile. Le reste ne serait même pas présent dans le DOM, ce qui fait qu'il ne serait pas chargé. Donc c'est un gain en rapidité d'affichage. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Le second point négatif, mais ça, on va dire que c'est assez mineur, mais je tiens quand même à en parler, c'est que c'est quand même des technologies récentes, c'est-à-dire que ça utilise CSS3, donc les media queries notamment, donc on va voir ça après, et que c'est pas encore une techno qui est implémentée sur tous les navigateurs. Sur les navigateurs récents, tels que les derniers Firefox, Chrome, Safari, et même Internet Explorer dans sa version 8 et 9, il n'y a pas de souci. Mais pour les versions un peu plus anciennes, là, ça ne marchera pas. Alors rassurez-vous, ça ne marchera pas, mais ça ne affichera pas non plus une page blanche à la place de votre site. Ça va juste afficher votre site en version normale. Et peu importe la résolution avec laquelle on accédera à votre site, le site aura toujours la même apparence, c'est-à-dire l'apparence classique. Donc au final, c'est pas un gros inconvénient, mais il faut le savoir. Voilà. Tout en sachant que la proportion des utilisateurs qui utilisent des navigateurs old school quand même est assez faible, mais dans certains cas, c'est pas à négliger non plus. Donc je vais vous montrer un exemple simple de l'utilisation qu'on peut en faire sur un site. Donc pour cela, je vous ai créé, j'ai préparé une petite page web, un petit template assez simple qui comporte une en-tête, qui comporte une sidebar, qui comporte un contenu principal et un pied de page. Donc c'est un template que j'ai créé. Donc je vais vous montrer le HTML. Donc là j'ai utilisé du HTML5. Donc on voit que la balise doctype est beaucoup plus simple à écrire qu'avant, où il y avait une multitude d'informations qu'on était incapable de retenir. Là c'est beaucoup plus simple maintenant. Donc j'ai importé une feuille de style CSS que je vais vous montrer. C'est celle-là qui va gérer le caractère responsive du design.
Donc j'ai créé une balise header, donc ça c'est du HTML5 qui contient l'entête. J'ai créé une section main, donc ça va être en gros le contenu principal de votre site, la sidebar et le pied de page. Donc côté CSS, j'ai créé un petit CSS vraiment très vite qui nous permet d'avoir ce rendu qu'on voit ici. Donc en gros, j'ai créé un main header, j'ai dit qu'il avait 1000 pixels, j'ai donné un background. Idem pour la sidebar, le contenu principal et le footer. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qu'on appelle donc les media queries. J'en parlais tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on retrouve ici même. Donc là par exemple, j'ai créé une media query qui veut dire pour les écrans dont la taille maximum fait 800 pixels, donc par exemple un vieux ordinateur qui aurait une résolution de 800 pixels, on va afficher un background rouge sur tout le body. Donc là vraiment c'est le genre de truc qui sert à rien, mais au moins c'est visible. Donc on va voir ce que ça donne côté site. Donc là pas de souci, on voit bien un background qui est totalement blanc. Et si jamais je réduis la taille de mon site à une résolution inférieure à 800 pixels, comme par magie, vous avez vu, c'est super beau, le site passe en rouge. Donc voilà, c'est assez, vous voyez que c'est assez facile à mettre en œuvre le responsive design, c'est-à-dire que vous définissez vos plages de résolution et vous dites dedans, donc entre les accolades qu'il y a ici et ici, vous indiquez quel comportement CSS vont avoir vos éléments. Donc j'ai créé une autre media queries. Là, on va dire que ça serait plutôt une media queries qui pourrait être adaptée à des utilisations mobiles, par exemple. Donc là, j'ai mis 400 pixels. Et j'ai dit, par exemple, que le main, plutôt que de faire 1000 pixels comme il faisait là-haut, ici, il n'en fera plus que 100%. Pardon. Donc il va occuper tout l'espace libre de votre navigateur. Donc pour un usage mobile, par exemple, c'est intéressant parce que déjà que l'écran est petit, si vous commencez à avoir des marges et des bordures de chaque côté de votre site, on va encore perdre de la place et c'est assez vital, on va dire, sur des petites résolutions. Pour le header et le footer, même comportement, je leur ai dit d'occuper tout l'espace, toute la largeur disponible. Et par contre, j'ai forcé leur hauteur à 30 pixels. Bon, là, c'est pour l'exemple. J'aurais pu dire autre chose, mais là, j'ai mis 30 pixels. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas faire une grosse hauteur, ça ne va pas gêner. La sidebar, quant à elle, je lui ai dit de ne pas s'afficher parce que c'est pas utile sur des petites résolutions d'afficher la sidebar. C'est exactement ce que Clem a fait sur Pepcac. On peut le revoir. C'est que voilà, il a décidé de masquer la sidebar en dessous d'une certaine résolution puisque c'est pas une information qu'il jugeait capitale. Et donc, comme on a masqué la sidebar, on va afficher le contenu principal du site à 100%. Donc, côté site, tout simplement, voilà. Donc là, on voit qu'on est encore sur une résolution supérieure à 400 pixels, donc on a encore la sidebar. Et donc là, on est passé on est passé dans la media screen max width 800 pixels. Et si on continue encore de réduire, vous allez voir que la sidebar, voilà, elle a disparu. Donc là, on arrive bien, on utilise bien les deux media queries que sont background red pour la media screen max width 800 pixels. Et on utilise bien aussi la seconde media queries qui va dire de masquer par exemple la sidebar. Voilà, donc vous voyez que l'utilisation sur un site est en fait assez simpliste. C'est rapide à mettre en place. Le CSS, ça reste du CSS de base. Hein. Il y a vraiment, à part la media queries, il n'y a rien de nouveau. Donc ça va vous permettre d'afficher ou non des éléments. Et même si vous, avec des astuces JavaScript aussi, de pouvoir même afficher, par exemple, de changer la disposition de votre menu. Par exemple, sur la version tablette de Pepcac, là on a un menu horizontal et sur la version mobile, ce même menu horizontal se transforme en un menu déroulant. Donc voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple, ça a encore un gain de place. Et pour la version mobile, c'est que du bonheur.
Donc voilà concrètement comment ça se met en place sur un site. Donc c'est ainsi que le tutoriel va se terminer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis comme d'habitude, si vous avez des remarques, vous pouvez laisser un commentaire, soit sur la vidéo, soit sur l'article. Et puis je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et puis de mettre éventuellement l'article à jour. La vidéo, bien entendu, je ne vais pas la mettre à jour. Donc je vous dis à très bientôt sur Contrôle Alt Geek et merci encore de m'avoir lu.